Imaginez un peu, un best-seller de 1747, un livre qui cartonne dans toute l'Europe, mais avec un message tellement moderne qu'il pourrait avoir été écrit hier. C'est l'histoire de Zilia, une femme qui a osé faire un choix que personne n'attendait, un choix qui a défié toutes les conventions de son époque. Dès les toutes premières lignes, on est plongé dans son histoire. Zilia, c'est une princesse inca. Le jour de son mariage, elle est capturée, arrachée à son amour, Assa. Et cette première lettre, elle donne tout de suite le ton. C'est une voix de détresse, une voix d'exil, et surtout le cri d'un amour qu'on croit perdu à jamais. Et ce roman, Lettre d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny, a eu un succès, mais incroyable. Pour se faire une idée, il y a eu 77 éditions et traductions avant 1835. C'était un véritable phénomène, l'équivalent d'un blockbuster mondial aujourd'hui. Tout le monde lisait Zilia. Alors le voyage de Zilia l'emmène du Pérou jusqu'en France, à Paris, et à travers ses lettres, on va découvrir le Paris du XVIIIe siècle, mais avec un regard complètement neuf. C'est le regard de celle qui vient d'ailleurs, qui ne comprend pas les codes, et qui du coup voit toute l'étrangeté d'une civilisation. Ce qui est fascinant, c'est que Zilia passe son temps à comparer. D'un côté, le monde qu'elle a perdu, les valeurs incas, la vertu, la communauté, la sincérité. De l'autre, les mœurs françaises, qui lui apparaissent comme un grand théâtre de vanité, de superflu et d'hypocrisie. Ça donne une critique sociale d'une force redoutable. Et cette phrase, elle est géniale pour comprendre son point de vue. C'est sa toute première rencontre avec un miroir. Elle pense voir une autre femme, une autre inca comme elle. Elle veut la prendre dans ses bras et paf, elle se heurte une surface froide. Cet étonnement, qui nous semble naïf, révèle en fait toute l'artificialité de la société française. Ces descriptions de la vie à Paris sont à la fois super drôles et hyper critiques. Les maisons sont si hautes qu'elles ne peuvent pas être humaines. Les carrosses sont des petites chambres roulantes. Les conversations de salon, un bruit permanent, vide de sens. En fait, elles nous montrent l'absurdité de choses qu'on ne voit même plus. Mais Zilia ne fait pas que critiquer, elle évolue. Et pour comprendre ce voyage intérieur, il faut regarder la manière dont le livre est construit. C'est ce qu'on appelle un roman épistolaire, un roman par lettres. Et cette forme, pour le XVIIIe siècle, c'est juste parfait. Ça permet de rentrer directement dans la tête du personnage, dans ses pensées les plus intimes, sans aucun filtre. On a l'impression d'être son confident, de lire son journal secret. C'est une technique géniale pour donner une voix à celle qui n'en avait pas. Et là, on la voit littéralement évoluer sous nos yeux. Au début, elle utilise les qui-pouces, des cordelettes à nœuds inca, juste pour ne pas oublier. Puis, elle apprend à lire et à écrire le français. Et enfin, les livres lui ouvrent un monde. Elle passe de victime passive à une femme qui pense par elle-même, qui s'éduque. L'écriture devient son outil de libération. Mais bien sûr, pendant que son esprit s'ouvre au monde, son cœur, lui, est complètement tiraillé. Le drame sentimental est au cœur de l'histoire. Le dilemme est terrible. D'un côté, il y a Assa, son amour de jeunesse, le symbole de tout son monde perdu. C'est son passé, son identité. De l'autre, il y a d'Éterville, le Français qui l'a capturé, mais qui, contre toute attente, se montre bon, respectueux et qui tombe éperdument amoureux d'elle. Et là, d'Éterville fait un truc, mais complètement fou pour l'époque. Même s'il est amoureux d'elle, il voit qu'elle n'aime qu'Asa. Alors il met ses sentiments de côté et lui promet de l'aider à retrouver son fiancé. Il va même utiliser tout son argent et son réseau pour le localiser en Espagne. Le moment tant attendu, les retrouvailles qu'elle a espérées pendant des mois, arrivent enfin. D'Éterville tient sa promesse. Sauf que le rêve va se transformer en véritable cauchemar. La discussion qu'ils ont est d'une violence terrible. Azawa a complètement changé. Il s'est converti, il a adopté les coutumes européennes, il lui explique qu'il ne peut plus l'épouser et qu'en plus, il est tombé amoureux d'une autre. Le pire, c'est qu'il utilise la sincérité, une vertu inca, pour lui avouer sa trahison, avec une franchise brutale. Pour Zilia, c'est tout son monde qui s'effondre une seconde fois. Alors voilà, Zilia est au pied du mur. Son passé est détruit, et un futur tout tracé s'offre à elle avec d'Éterville. Et c'est là, face à ce désastre, qu'elle va prendre une décision qui fait de ce roman une œuvre, mais absolument révolutionnaire. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Pour une femme dans sa situation, il n'y avait pas 36 solutions. En gros, c'était soit le mariage, pour être sous la protection d'un homme, soit le couvent. L'indépendance, ça n'existait quasiment pas. Et pourtant, alors que d'Éterville, toujours amoureux, lui propose de l'épouser, ce qui aurait été la fin heureuse et logique attendue par tout le monde, Zilia dit non. Elle refuse. Et elle va choisir une autre voie. Une voie à laquelle personne, mais alors personne ne s'attend. En gros, ce qu'elle dit, c'est « Ce n'est pas parce qu'Asa m'a trahi que je vais me trahir moi-même en brisant mes vœux. » Elle refuse de simplement remplacer un homme par un autre. Elle refuse que son identité soit définie par un mari. Elle reste fidèle à ses engagements et surtout à elle-même. Et là, on touche au cœur de sa philosophie.
Elle explique qu'elle renonce au bonheur d'aimer, qui est toujours tumultueux et qui dépend des autres. À la place, elle choisit de cultiver le bonheur d'être, c'est-à-dire un contentement qui vient de l'intérieur, de soi-même. Et voilà le projet de vie qu'elle invente. Elle s'installe dans sa propre maison, indépendante financièrement. Elle décide de consacrer sa vie non pas à l'amour romantique, mais à l'amitié, à l'étude, à la connaissance. Elle propose même à d'Eterville de devenir son ami, son égal, dans une relation basée sur le respect et l'échange intellectuel. C'est inouï pour l'époque. Au final, en se choisissant elle-même, Zilia pose une question d'une modernité folle. Qu'est-ce que ça signifie, pour une femme, d'être propriétaire de sa propre vie, de son propre temps, de définir son propre bonheur ? Et c'est une question qui, des siècles plus tard, n'a absolument rien perdu de sa pertinence.